Bonjour à tous et à toutes, merci pour votre présence. Nous allons donc ouvrir ce colloque sur les auteurs de violences conjugales, quelle prise en charge par les services pénitentiaires d'insertion et de probation. Donc, je suis Bénédicte Fischer, directrice adjointe du CERDAP 2, qui est le Centre d'études et de recherche sur la diplomatie, l'administration publique et le politique, qui est la politique plutôt, qui est rattaché à Sciences Po et à l'Université Grenoble-Alpes. Et donc nous co-organisons ce colloque et nous avons le plaisir de vous accueillir ici. Je vais ouvrir donc les propos introductifs en demandant à monsieur Marc Audon s'il veut bien prendre la parole, s'il vous plaît, au nom de l'Université Grenoble-Alpes. Bonjour et merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis très heureux d'être ici au nom du président de l'université, Yacine Laknecht, pour ces quelques mots d'ouverture de ce colloque qui se situe dans la continuité des travaux qui ont été faits et qui montre le dynamisme que nous avons aujourd'hui sur le site grenoblois. L'université Grenoble-Alpes qui regroupe aujourd'hui tous les acteurs universitaires ici, qui depuis 2020 donc travaille aussi bien sur la visibilité nationale, internationale de nos engagements et qui aujourd'hui offre à plus de 59 000 étudiants sur le site des accès à des services renouvelés et aussi à l'accès à une transversalité en matière de formation. Nous avons travaillé ensemble et je salue les travaux qui ont été faits avec Bénédicte Fischer et Mireille Borins, en particulier avec les équipes du SPIP, puisque nous avons travaillé sur des aspects de la formation tout au long de la vie qui sont des objectifs importants de notre université, c'est-à-dire comment on se positionne aujourd'hui en tant qu'acteur majeur du territoire, comme une université ancrée sur son territoire et à même de pouvoir accompagner la montée en compétences des personnes qui sont autour de nous. Alors, l'engagement de notre établissement s'est traduit dans la mise en place d'enseignements transversaux à choix. Donc plusieurs ont été montés d'ailleurs avec je pense, la direction de la présidente Vars et d'autres, et qui aujourd'hui ont permis d'ouvrir sur ces thématiques importantes la formation à nos étudiants et aux extérieurs. Je voulais souligner aussi le travail qui a été fait sur le diplôme d'accès aux études universitaires, le DAU. Depuis plusieurs années, notre université est engagée dans la vocation sociale de ce diplôme qui permet à des gens qui n'ont pas le bac de venir et de reprendre leurs études. Ce DAU a été travaillé sur une version numérique permettant d'être déployé dans les établissements pénitentiaires. C'est un gros travail, c'est aussi un engagement de nos équipes et c'est pour ça que j'ai tenu au niveau de la formation et de la formation tout au long de la vie de nommer une chargée de mission sur ces thématiques-là qui sont importantes dans notre présence sociétale et notre responsabilité sociétale de l'université. Je ne dirais pas beaucoup plus la thématique des violences conjugales que vous avez choisie en l'orientant sur la pertinente question des prises en charge, répond aux recommandations issues du Grenelle de 2019 et je ne doute pas que la qualité du programme et des interventions prévues contribueront à ouvrir le champ des solutions efficaces et innovantes sur un sujet dont l'actualité nous est rappelée chaque jour dans les médias. En ce temps de contexte où la violence de la guerre refait surface en Europe, j'aime rappeler la pensée d'un certain H.G. Wells, pour qui l'histoire de l'humanité s'apparente de plus en plus à une course entre l'éducation et la catastrophe. Ainsi, la formation et les prises en charge des acteurs de violence sont des points cruciaux de notre action d'intérêt public et fait partie du processus de réinsertion. Notre établissement est engagé dans la lutte contre toutes les formes de violence, notamment à travers une vice-présidence assurée aujourd'hui par Madame Sophie Louargan et qui apporte les nécessaires briques de formation, tant en interne qu'à l'externe, sur toutes ces questions d'égalité femmes-hommes, la place du genre dans les lieux de détention sur lesquels on avait travaillé d'ailleurs récemment. Et donc je suis très heureux de voir que cette thématique est au cœur de vos réflexions. Je suivrai avec beaucoup d'intérêt les résultats aussi de vos échanges et je remercie beaucoup en tout cas les contacts que nous avons eus avec le SPIP depuis de nombreuses années et qui montrent l'importance de ces liens tant sur le plan de la recherche, des développements que de la formation. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Monsieur Audon, donc vice-président à la formation continue et apprentissage de l'Université Grenoble-Alpes. Et pour l'Université Grenoble-Alpes et pour Sciences Po Grenoble, je remercie aussi très vivement Bigé Dieng, qui est la gestionnaire administrative et financière du laboratoire CERDAP 2, qui est donc la cheville ouvrière de ce colloque. Ce qui m'amène maintenant à pouvoir présenter les co-organisateurs de ce colloque avec nous. Et donc je donne la parole à Monsieur Paul Louchouarn, qui est directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon. Bonjour à toutes et à tous. Je suis moi aussi heureux d'être ici, même si on pourrait rêver d'un monde où il ne serait plus nécessaire d'organiser des colloques sur les auteurs des violences conjugales. Mais je pense que dans la situation que nous traversons, c'est une excellente initiative qui a été co-construite. Et si les violences conjugales, dans les formes les plus tragiques, continuent à saisir régulièrement l'actualité nationale, elles ne sont plus aujourd'hui, en tout cas, et on peut s'en réjouir, passivement acceptées comme une fatalité, et l'organisation d'un tel colloque, en tout cas, en témoigne. Et le défi demeure de taille. Je ne vais pas évidemment vous assommer de chiffres, mais il me paraît important de rappeler qu'on estime sur un temps long, puisque c'est une étude qui a été menée sur une période de plusieurs années entre 2011 et 2018, qu'il y a 295 000 victimes chaque année de violences conjugales commises par les conjoints donc, ou les ex-conjoints, et que les femmes représentent 72% de ces victimes, soit en moyenne annuelle 213 000 femmes victimes de ces violences, selon le rapport d'enquête intitulé « Cadre de vie et sécurité » du ministère de l'Intérieur, qui a été publié en 2019. Le nombre de morts violentes au sein du couple est également un autre sombre repère en la matière, connu de tous. 143 décès ont en effet été recensés par les forces de l'ordre en 2021, mais aussi 251 tentatives d'homicide. Et à la suite du Grenelle des violences conjugales dont les travaux ont débuté au mois de septembre 2019, cette lutte contre les violences intrafamiliales s'est rapidement imposée comme une priorité nationale et a conduit à l'émergence d'une évolution normative. Je ne prendrai pas le temps de vous lister l'ensemble des textes qui ont été produits ces dernières années sur les violences conjugales. Je vous dirai simplement que pour la seule année 2020, entre le mois de janvier et le mois de septembre, il y a eu 3 circulaires du garde des Sceaux sur cette question. Et cette profusion normative avait déjà eu lieu au sein des services judiciaires au cours des 2 années précédentes, services judiciaires qui se sont fortement mobilisés un peu en amont de l'administration pénitentiaire dans cette lutte contre les violences conjugales. Je suis donc aujourd'hui directeur interrégional, mais magistrat de l'ordre judiciaire, et j'étais entre 2017 et 2021 magistrat au parquet de Vienne, dans le nord de l'Isère, et en charge du contentieux des violences conjugales, plus largement du contentieux de la famille, mais à ce titre particulier des violences conjugales. Et même si les évolutions ne sont pas aussi rapides que nous le souhaiterions, même si nous préférerions tous voir le nombre d'homicides conjugaux diminuer très nettement, même si nous préférerions tous que jamais un enfant ne s'endorme dans la peur de ce qui pourrait arriver à l'un de ses parents, je peux témoigner ici, et j'y tiens, de l'engagement de l'ensemble des acteurs qui concourent au service public de la justice. Je pense notamment aux services de police, aux services de gendarmerie, aux magistrats du parquet, aux magistrats du siège, aux greffiers, aux avocats, et des relations étroites qui se sont nouées notamment avec les associations d'aide aux victimes, pour essayer de mieux comprendre et de mieux analyser les situations auxquelles nous étions confrontés. Une volonté partagée, en tout cas quasi fébrile, de prévenir le passage à l'acte, les premiers téléphones grand danger, les premiers dispositifs barres, un bracelet électronique qui permet de détecter la présence d'un auteur à proximité potentielle de sa victime, et la recherche de tous les dispositifs permettant l'éviction du conjoint violent, et bien souvent, et le plus souvent dans l'urgence, des situations auxquelles nous étions confrontés.
avec cette hantise collective de passer à côté de la situation susceptible de connaître une issue tragique, la situation parmi plusieurs centaines de situations auxquelles on pouvait être confronté. Le nombre de personnes poursuivies pour des actes de violence conjugale a augmenté considérablement dans un tel contexte, signe à la fois d'un élan interne et d'une réponse aux évolutions sociétales. Le nombre de jugements correctionnels en la matière dans le ressort de la Cour d'appel de Lyon, je n'ai pas les chiffres de ceux de Grenoble, ont augmenté de 36% ces derniers mois, me disait récemment la première présidente de la Cour d'appel de Lyon. C'est donc sans surprise que nous constatons que le nombre de personnes suivies pour violences conjugales par les services pénitentiaires d'insertion et de probation a été multiplié par 2 dans notre interrégion entre 2017 et 2022. Au 1er septembre 2022, 20% des personnes suivies et prises en charge par l'administration pénitentiaire l'étaient pour au moins une infraction liée à des faits de violence conjugale. Ces 20% représentent au bas mot plus de 5000 personnes placées sous main de justice dans les régions Rhône-Alpes-Auvergne. Voilà l'état des lieux actuels. L'appareil répressif s'est donc bien mis en route, mais la question des violences conjugales ne s'arrête pas au prononcé d'une condamnation pénale. Et s'agissant de l'exécution de la peine prononcée par un tribunal et la mise en œuvre du suivi du condamné, notamment en milieu ouvert, le succès n'est pas toujours garanti. Une personne condamnée par le tribunal correctionnel de Grenoble le 21 mai 2021 à une peine d'1 an, dont 6 mois avec sursis probatoire pendant une période de 2 ans pour des faits de menaces ou actes d'intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte, et harcèlement de conjoint, a été écrouée le 15 juillet 2022 à la maison d'arrêt de Grenoble-Vars à la suite de la révocation totale de ce sursis probatoire, sans doute parce qu'elle n'avait pas respecté les obligations qu'elle devait respecter dans le cadre de l'exécution de sa peine. Sa fin de peine était alors fixée au 4 décembre 2022. Elle a été différée au 1er janvier 2023 en raison d'une décision de retrait de crédit de réduction de peine. Ce condamné, dont il faut bien préciser qu'il avait un profil de personnalité très instable, ne passera pas toutefois le réveillon du Nouvel An en prison puisqu'il a mis fin à ses jours par pendaison hier, jeudi 23 novembre à 13h10 dans sa cellule de la maison d'arrêt de Grenoble. Lorsque cette information a été portée à ma connaissance, je rentrais d'un déplacement à la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône, où nous étions réunis en multiplex avec les centres pénitentiaires de Valence et de Moulins pour la première édition du prix Goncourt des personnes détenues, en partenariat avec le ministère de la Culture, le Centre national du livre et bien entendu l'Académie Goncourt. Un groupe de lecteurs privés de liberté au sein de ces établissements devait retenir 3 livres dans une liste de 15 ouvrages présélectionnés, dont celui de Sarah Jolien-Fardel, Sa préférée, c'est le titre du livre, qui est d'ailleurs venu présenter son roman à la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône. Et ce livre traite de la violence intrafamiliale. Et ce n'est sans doute pas un hasard si les personnes détenues de l'interrégion Rhône-Alpes-Auvergne l'ont sélectionné dans les 3 ouvrages qu'ils souhaitaient défendre lors de la finale de ce prix Goncourt à Paris au cours du mois de décembre. Sans doute ce texte a-t-il eu une résonance particulière par rapport au parcours de vie et à la manière dont ces personnes détenues ont été exposées aux violences intrafamiliales. Il y a des auteurs de violences intrafamiliales en établissement pénitentiaire, mais il y a aussi, j'en suis convaincu, beaucoup de victimes directes ou collatérales des violences conjugales en établissement pénitentiaire. Et je peux vous dire que la personne détenue qui a présenté cet ouvrage, malgré le stress de devoir parler et prendre la parole devant ses pairs des autres établissements pénitentiaires et un certain nombre d'autorités réunies à cette occasion, a su traduire l'émotion qu'il a étreint à la lecture de ce roman, en nous disant notamment qu'il avait dû le poser à plusieurs reprises pour reprendre ses esprits, tellement la lecture de ce livre l'avait secoué, l'avait marqué. La question des violences conjugales déborde en effet le cadre de la relation entre l'auteur et la victime, et le législateur a pris en 2018 la mesure de la situation de l'enfant victime collatérale des violences conjugales par la création de cette circonstance aggravante liée à l'enfant mineur témoin des faits. Et malheureusement, ça arrive très souvent, et ce n'est pas aux magistrats ni aux greffiers en charge de la question des mineurs que je vais apprendre
l'influence de ce continuum de violence sur le parcours de vie des enfants qui font l'objet d'une mesure d'assistance éducative et dont on perçoit l'écho jusqu'aux audiences du tribunal pour enfants. La question des violences conjugales ne s'arrête pas au prononcé de la peine, ni même au terme de l'exécution de la peine. Et c'est la raison pour laquelle, depuis le Grenelle des violences conjugales de 2019, de nombreuses avancées ont été réalisées par l'administration pénitentiaire pour concourir à mieux protéger les victimes à court terme, dans un premier temps, à l'instar de ce que j'évoquais tout à l'heure dans les dispositifs BAR notamment, 84 placements à ce jour en Auvergne-Rhône-Alpes, ou plus récemment du contrôle judiciaire avec placement probatoire, mais aussi, et peut-être j'ai envie de dire surtout, pour les sécuriser à plus longue échéance en portant l'accent sur l'amélioration de la prise en charge des auteurs de violences conjugales qui va être au cœur de nos échanges au cours de ce colloque. Et pour ce faire, un effort important de formation des personnels des services pénitentiaires d'insertion et de probation a été déployé et va être encore déployé au cours de l'année 2023 au sein de l'interrégion. Effort de formation qui couvre aussi bien l'évaluation du risque, avec l'ouverture et l'utilisation d'instruments d'évaluation des risques spécifiques des auteurs de violences conjugales, comme l'ODARA, qui est un acronyme d'origine anglaise, que les spécificités liées à l'accompagnement de ces publics. Et les services pénitentiaires d'insertion et de probation de la région Auvergne-Rhône-Alpes se sont en outre mobilisés tout au long de l'année 2022 pour concevoir des plans départementaux de prise en charge des auteurs de violences conjugales. Et ces plans départementaux visent bien entendu à rappeler l'ensemble du corpus législatif et réglementaire, mais aussi établir un diagnostic précis du territoire dans lequel le service pénitentiaire intervient, puisqu'il y a des différences notables dans l'interrégion entre les différents départements, et de décliner les engagements de service, les dispositifs et toutes les actions existantes qui sont mises en œuvre par les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation. Nous aurons l'occasion au cours de ces 2 journées d'entendre les retours des pratiques professionnelles, de ceux qui les mettent en œuvre, la mise en place de stages de responsabilisation, mais aussi de programmes de prévention de la récidive par les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, et des perspectives d'avenir avec la première transposition internationale d'un programme canadien d'approche cognitivo-comportementale dédié aux alternatives à la violence intrafamiliale. Ce colloque, et je remercie ici Sciences Po Grenoble, Madame Boins et Madame Fischer, l'unité formation-qualification du siège de la direction interrégionale de Lyon et en particulier Madame Taureau et Madame Payex et le département pénitentiaire d'insertion et de probation et de prévention de la récidive et en particulier Laurence Zobel et Noélie Blanc pour leur investissement dans la préparation de ce temps de rencontre. Ce colloque donc nous offre un panorama large, historique, sociologique pour comprendre les racines profondes des ressorts de la violence conjugale, mais nous amènera aussi collectivement à nous interroger sur nos pratiques actuelles et celles à venir, et enfin à la manière de poursuivre l'exigence d'efficacité recherchée par les services pénitentiaires d'insertion et de probation sur le champ de la prévention de la récidive. Je vous remercie. Merci Monsieur Louchouarn pour cette contextualisation du colloque. Ce qui me permet de donner la parole à Madame Karen Pellex, qui est responsable de formation à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lyon, qui va nous présenter le colloque et comment est-ce qu'il a été conçu. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être ici parmi vous pour ce colloque intitulé « Les auteurs de violences conjugales, quelle prise en charge par les services pénitentiaires d'insertion et de probation ?» Pourquoi ce colloque ? Parce que la prise en charge des auteurs de violences conjugales est une des priorités de l'administration pénitentiaire et plus particulièrement des services pénitentiaires d'insertion et de probation. Et parce que la prise en charge des auteurs de violences conjugales est complexe et plurielle et qu'il est nécessaire de la questionner, de l'enrichir, de la faire évoluer, mais aussi de la penser. Nous avons souhaité ce colloque comme un échange permanent entre savoir et pratique, entre chercheurs et professionnels de terrain. Pendant ces 2 jours, nous allons réfléchir ensemble aux stéréotypes de genre, interroger les notions de dangerosité, de risque, d'évaluation, de sécurité des victimes et de désistance. Des CPIP, des DPIP, des psychologues partageront leurs expériences de prise en charge spécialisées. Nous terminerons par une incursion au Québec pour questionner l'efficacité de l'accompagnement des auteurs de violences conjugales. Au terme de ces 2 jours,
Je ne doute pas que nous repartirons avec des réponses et des idées nouvelles, mais également avec des questions qui nécessiteront d'être débattues dans de futures formations, conférences, colloques et j'ajouterai partenariats. Je voudrais maintenant prendre un temps pour remercier, donc tout d'abord les organisatrices, puisque dans le comité nous n'étions que des femmes, mais les organisatrices de ce colloque, car si l'URFQ est à l'origine de ce colloque, Marie-France Taureau et moi-même ne serions pas parvenus à ce résultat sans les échanges nombreux et nourris qui ont eu lieu au sein du comité de pilotage, donc qui a réuni tout d'abord l'Université de Grenoble-Alpes et Sciences Po Grenoble, donc avec Mireille Borins, qui est maîtresse de conférence et avec laquelle nous travaillons depuis plusieurs années sur des questions d'égalité, et de Bénédicte Fischer, maîtresse de conférence en droit public. Et toutes deux, je les remercie particulièrement car elles ont eu le don de tout rendre possible, et c'est vraiment grâce à elles si on est là aujourd'hui. Je veux aussi remercier la délégation interrégionale centre-est du secrétariat général, donc avec Elisabeth Mathias, référente handicap, qualité de vie au travail et égalité-diversité, et Agnès Leformal-Maurier, chargée de formation-recrutement, qui nous ont permis une ouverture vers les autres directions du ministère de la Justice, notamment les services judiciaires, avec les SPIP, avec lesquels les SPIP sont en contact permanent. Enfin, je voulais remercier le département des politiques d'insertion, de probation et de prévention de la récidive de la DISP de Lyon avec Noélie Blanc, CEPIP adjointe à la chef de l'unité méthodologie et accompagnement, et avec Laurence Zobel, CEPIP référente interrégionale méthodologie et accompagnement métier SPIP, pour leurs idées bouillonnantes et surtout leur expertise. Au-delà du comité de pilotage, je tenais à remercier plus particulièrement donc Madame Bouzidi, qui est DRH adjointe, et Madame Perron, qui est notre ancienne CURF, remplacée aujourd'hui par Madame Moussaoui, pour leur soutien constant et leurs engagements à toutes les étapes de la construction de ce colloque. Je souhaitais également remercier Monsieur Tourtois, qui est secrétaire général à l'ADI, et donc Monsieur Louchouard, qui nous fait l'honneur d'être présent aujourd'hui. Et enfin et surtout, je tenais à remercier tous les professionnels qui ont accepté de venir partager leur expérience, leurs pratiques, leurs recherches, le temps de ce colloque. Pour conclure, je souhaitais préciser que la date du colloque n'a pas été choisie au hasard, puisque le 25 novembre est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Et si pendant ces 2 jours, nous parlerons essentiellement d'hommes, nous aurons tous à l'esprit les victimes, essentiellement femmes, et je ne doute pas que, comme le préconise une auteure nigériane que j'affectionne plus particulièrement, qui s'appelle Chimamanda Ngozi Adichie, nous saurons tous être féministes. Je vous remercie et vous souhaite un très bon colloque.